bien entendu, dans cette même circonscription. Alors, merci d'être là, Mathieu. Il est aussi un membre actif, bien entendu, du SCFP 2000, qui est le syndicat représentant les employés, je crois, administratifs d'Hydro-Québec. Oui, employés de bureau. De bureau. Merci. Alexandre Boulris, qui est un ancien membre du SCFP, je parle de tes origines, mais aussi député dans Rosemont, Petite Patrie, représentant du NPD. Merci Alexandre d'être présent ce soir. On est content de t'accueillir. Et M. Daniel Green, qui est représentant du Parti vert du Québec, en lien avec un enjeu bien sûr très important, mais qui sera appelé aussi à se prononcer sur l'ensemble de nos enjeux. Merci beaucoup d'être présent. Vous présentez dans quelle circonscription? Outremont. Outremont. Alors voilà, merci. C'est vert sur le bord de la montagne, c'est correct. Oui, si les ratons laveurs avaient le droit de vote, je gagne. Ah, ça c'est clair. À Rivière-des-Prairies aussi, je peux vous le dire. Alors, merci à vous trois d'être présents. Donc, on va faire ça de façon très simple. On a 3 blocs. Le premier, ça va être la question de l'assurance médicament. On va poser des questions ouvertes. Ensuite, si vous voulez échanger, il n'y a pas de problème. Par la suite, on va ouvrir les micros aux militants et aux militantes pour s'adresser à vous sur différentes questions diverses. Donc, je cède la parole à ma co-animatrice. Je la présente, Magali Giroux, de mon syndicat, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Donc, Magali, à toi le premier bloc. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. J'ai ma première question. En fait, vous savez, au Québec, il y a énormément de personnes qui ne prennent pas leurs médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre. Au Canada, ça représente plus de 3,5 millions de Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas les moyens de prendre leurs médicaments. Les coûts sont énormes. On est parmi les pays les plus élevés, avec des coûts les plus élevés de l'OCDE. D'une part, au Québec, on a un régime public qui offre une protection de base avec les mêmes garanties pour les personnes qui n'ont pas d'assurance privée. Puis d'autre part, il y a tous les différents régimes privés qui assurent le reste de la population et qui viennent générer de graves injustices avec comme conséquences désastreuses, évidemment, des coûts énormes pour la population et pour les finances publiques. Au Québec, l'assurance maladie, la RAMQ, fait en sorte que quand on est malade, on est pris en charge par le système de santé, on se fait soigner. Vous savez, on ne choisit pas quelle maladie nous tombe sur le dos. Alors, il y a des maladies qui se traitent par des opérations, par des soins médicaux et d'autres par des médicaments. Si vous êtes dans la case numéro 2, ça se pourrait que vous n'avez pas les moyens de vous soigner. Voici mes 2 questions. Êtes-vous en accord avec le fait d'instaurer une assurance médicaments publique et universelle? Pouvez-vous me justifier votre réponse? Et la deuxième question, comment votre parti s'y prendrait-il afin de faire avancer ce dossier? Alors, je vous laisse la parole. Vous pouvez y aller librement. On a à peu près, Marc-Édouard, combien de temps juste pour 10 minutes. 10 minutes sur cette question-là. On commence comme ça. Je peux débuter. Est-ce qu'on leur a donné un micro? Non, on n'a pas de micro, mais on va parler fort. Non, on va vous en donner un. OK? Non, pas que j'ai un micro. Je vais vous prêter celui-là pour qu'on voit. OK. Très bien. Donc, sur un programme universel canadien, le Parti vert a toujours eu cette approche d'avoir accès à des médicaments sur ordonnance gratuite. On croit qu'un programme fédéral pourrait bonifier les programmes provinciaux. On a une population vieillissante, une population qui va être de plus en plus soumis à des ordonnances médicales. C'est pas vrai qu'au Canada, qu'on va avoir des personnes qui vont devoir choisir entre l'alimentation et la médication. C'est un droit, même titre que le droit à la santé, donc un programme universel d'accès aux médicaments d'ordonnance n'est pas un luxe, ça doit être un droit. Au Parti vert, le concept est bien simple, un régime fédéral avec un plus grand pouvoir d'achat et de contrôle pourrait bonifier les régimes provinciaux. Il y a le fédéral qui, il ne faut pas oublier, via son ministère de la Santé, qui est l'organisme qui autorise les médicaments, qui s'assure que les médicaments sont corrects, qui font la veille des médicaments
par rapport aux contre-indications et quand on voit qu'un médicament a plus de problèmes, souvent c'est Santé Canada, il faudrait bonifier la capacité de notre ministère de la Santé d'assurer que les médicaments performent et d'éviter les sous-effets des médicaments. Actuellement, lors de l'homologation de médicaments, c'est souvent sur le dossier biomédical du fabricant des médicaments. Dans notre vision, Santé Canada devrait être capable de faire une contre-expertise pour s'assurer de se débarrasser des médicaments qui ont des sous-effets indésirables. Monsieur Guillet, je vais devoir vous interrompre. Oui. Juste être bref pour pouvoir terminer, pour pouvoir Oui, laisser alors la je vais être chance très à- bref. En Merci. plus des médicaments, il y a de l'équipement médical, souvent prescrit par le médecin. Donc, on parle de chambres d'inhalation, de générateurs d'oxygène. Et d'après nous, les équipements médicaux devraient aussi faire partie des ordonnances médicales pour aider nos personnes en déficit de santé. Merci. Merci. Monsieur Boulris. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous. Puis, je veux juste corriger d'emblée Marc-Édouard. Je suis non seulement un ancien militant du SCFP, mais en fait, je suis un syndicaliste au Parlement, puisque je suis un conseiller syndical en congé sans solde depuis 8 ans. Donc, je suis encore techniquement un conseiller du SCFP. Juste pour vous dire merci pour la question. Effectivement, au NPD, c'est une priorité dans notre programme. Jack Mitzig en parle énormément. Le NPD, on est très fiers d'être le parti qui a fondé l'assurance maladie publique et universelle au Canada. Ça vient dans Saskatchewan avec Tommy Douglas. Et malheureusement, à l'époque, quand le gouvernement fédéral a instauré ce même programme-là partout dans la fédération, ils n'ont pas fait d'assurance médicaments publique en même temps. Et ça, c'était une grave erreur parce qu'on est le seul pays au monde avec une assurance maladie publique et universelle qui n'est pas accompagnée d'une assurance médicaments publique et universelle. Et aujourd'hui, il faut se tenir debout et se battre contre les grandes pharmaceutiques pour avoir ce programme social-là qui aiderait énormément les gens. Mais évidemment, il y a un gros lobbying de la part des pharmaceutiques qui ne veulent pas que ça arrive, sachant aussi que ces compagnies-là ont des taux de profit d'à peu près 40 %, ce qui est vraiment faramineux. Et ça pourrait faire vraiment la différence dans la vie des gens. Nous, premièrement, en assurance maladie, on veut avoir un programme, ce qu'on appelle de la tête aux pieds. C'est-à-dire que maintenant, on voudrait, avec un gouvernement NPD, couvrir les yeux, les dents, les oreilles et la santé mentale, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est un peu bizarre, c'est comme si notre corps n'était pas assuré pareil partout. Tu sais. Tu te casses un bras, ton bras est assuré, ton cœur est assuré, mais tes yeux ne sont pas assurés. Pourquoi là, c'est vraiment très, très bizarre. Donc, nous, on veut changer ça. Puis, on veut avoir un programme d'assurance médicaments aussi qui va l'accompagner. On pense que ça va faire sauver à peu près 500 $ par personne par année. On pense que pour les compagnies, les petites et moyennes compagnies qui ont des programmes, à peu près 600 $ par employé, qu'on va faire sauver également, ça va coûter moins cher à tout le monde, en fait, employés et employeurs. Puis pour le mouvement syndical, c'est très intéressant. Parce que vous le savez autant que moi, quand vous arrivez à la table de négo, puis qu'il faut renégocier l'assurance médicaments complémentaire de la compagnie, des fois, tout l'argent qu'il y a sur la table, qui pourrait aller d'un salaire, mais elle passe de la hausse des coûts des médicaments. Et une des manières d'enlever ça de la table de négo, c'est d'avoir ce programme-là, public et universel. Alors, nous, on met ça de l'avant, mais on ne veut pas que ça soit Ottawa knows best et qu'on ne respecte pas les provinces. Je sais qu'est-ce qui s'en vient, là. Alors, nous, au NPD, on est pour une gestion asymétrique. Et si le Québec refuse de participer à un programme fédéral, il y aura une compensation financière si le gouvernement du Québec décide d'y aller avec le maintien du programme actuel, qui est vraiment imparfait. Les gens qui travaillent à temps partiel ou les gens qui travaillent à faible revenu, parfois, ça peut aller jusqu'à 25 % de leur paye dans un mois qui s'en va juste pour payer leurs assurances médicaments. Ça, c'est complètement inacceptable. J'ai eu des témoignages de gens que j'ai rencontrés, qui sont venus me voir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut changer. On pense qu'on n'en a pas besoin au Québec, mais c'est pas vrai. On en a besoin. Je te voyais venir. Alors, merci Alexandre de m'ouvrir la porte. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir, un honneur d'être là parmi vous ce soir. Effectivement, c'est une bonne idée, la question de l'assurance médicaments pour tous universelle. Cependant, pas de façon pan-canadienne. Ce qu'on croit au Bloc québécois, c'est l'évidence même, c'est un champ de compétences provincial.
Donc, on est habitué, le fédéral essaie de s'ingérer dans les compétences du Québec. Et nous, on est contre ça à la base. Mais on est pour le principe. Donc, si c'était géré par le Québec, pour les Québécois seulement, alors on est là complètement. On est complètement de ce côté-là. Maintenant, ça ressemblerait un petit peu à ce qu'on fait avec le RQAP. Donc, des fonds gérés, comme je vous dis, par le Québec, pour le Québec seulement. Donc, il y a également aussi Pharma-Québec, qui a été poussé par Québec solidaire et le PQ. Donc, c'est un peu ce que le Bloc va proposer en attendant l'indépendance. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que de faire en sorte que le mode de fixation des prix des médicaments d'origine soit analysé et modifié afin d'en réduire les coûts. Donc, jusqu'à ce que le Québec soit indépendant. Pour l'instant, actuellement, le prix des médicaments d'origine est fixé par un mécanisme comparatif avec 7 pays où les médicaments sont parmi les plus chers de la planète. En élargissant au nombre de 13 des pays de comparaison, le prix des médicaments d'origine pourrait diminuer de près de 11 %, ce qui permettra aux gens et au gouvernement du Québec d'économiser des centaines de millions de dollars chaque année. Donc, voilà, et pour y arriver, donc, au Parlement canadien, sur chaque question affectant le Québec, nous utiliserons les moyens offerts aux députés pour mettre en évidence notre programme politique, questions au gouvernement canadien, déclaration des parlementaires, débat initié par les députés, motion d'un député au Parlement canadien, présentation de projet de loi. Et à l'extérieur du Parlement, nous organiserons régulièrement des assemblées, des événements de promotion et de pédagogie, en particulier auprès des jeunes, et organiser des actions d'appui à des groupes ou à des citoyens. Je me réfère au programme du parti parce que en tant que président de Papineau, je dois me tenir quand même à la ligne du parti. Et personnellement, également, je crois que c'est une excellente idée. Mais, je me répète, à contrario de mes collègues adversaires ici, on croit que cette assurance devrait être seulement au Québec et seulement pour les Québécois. Voilà. Alors, je vais céder la parole à mon confrère Marc-Édouard. Merci. Alors, est-ce que vous voulez changer l'ordre ou on... c'est ce qu'on va faire. OK. On aime ça jouer avec le boulier, comme on dit. On est habitué à voir des choses au Québec. Mais c'était pas ça mon introduction préparée. Alors, deuxième bloc, on aimerait vous entendre. Comme vous le savez, un auditoire surtout de militants et de militantes issus des milieux de travail, des milieux syndiqués, en lien avec la modernisation des lois fédérales du travail. Donc, dans la plateforme de la FPQ, il y a 4 sujets qui ressortent. Bien sûr, on pourrait s'étendre. Je suis sûr qu'on pourrait avoir une conversation de 2-3 heures tranquille autour de divers sujets, mais on voulait se concentrer autour des 4 préoccupations principales de la plateforme. Retrait préventif pour les travailleuses enceintes. Alors, comme on le sait, la notion de retrait préventif est inexistante au niveau des lois fédérales. Dispositions anti-briseurs de grève. Le Québec y a adhéré, d'autres provinces y ont adhéré. Malheureusement, au niveau pan-canadien, on traîne encore de la patte à ce niveau-là. Protection des régimes de faillite en cas de faillite, des régimes de retraite, je m'excuse, en cas de faillite. Je nomme 2 exemples récents, un moins récent, mais qui m'a beaucoup marqué, et l'autre plus récent, on pense à Sears Canada, on pense à la White Birch, où j'ai eu, je raconte rapidement cette anecdote, j'ai rencontré le conjoint d'une amie qui est actuaire, et on a passé une mauvaise soirée quand il m'a annoncé que son rôle dans la vie, c'était de s'assurer que les fonds de pension ne coûtent pas trop cher quand la compagnie fait faillite. On pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et finalement, la question des clauses de disparité de traitement. Donc, je vous pose la question. Quels sont, alors j'ai nommé 4 items. Bien sûr, le temps ne nous permet pas d'élaborer sur tous les items, mais quels sont les 2 items que votre parti considérerait comme étant prioritaires et pourquoi? Et je te lance la balle en premier, Mathieu. Bien, écoutez, c'est un petit peu une question piège parce que c'est 4 éléments, bien sûr, qu'on va défendre. Si on m'oblige à en choisir 2, je vais prendre la disposition anti-briseur de grève et la protection des régimes de retraite, parce que c'est 2 combats que le Bloc a menés de front depuis plusieurs années, si ce n'est pas depuis sa fondation, dans le cas des dispositions anti-CAP. Écoutez,
Premièrement, c'est un enjeu crucial et majeur depuis la fondation du Bloc, rejeté depuis toujours par les libéraux et les conservateurs. Pas surprenant, d'ailleurs, qu'il n'y ait aucun représentant de ces deux partis ici ce soir. Ces partis sont très loin, très loin. Ils ont été invités. Ils ont été invités, bien sûr, j'en doute pas, mais ils ne sont pas présents, et ça parle beaucoup. Les absents ont toujours tort, et donc, écoutez, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change. Ils ont toujours été très loin des revendications syndicales, et il n'y a que le Bloc, d'après moi, qui peut continuer ce combat-là, qui le mènera à terme avec une grande députation, on l'espère. Donc, cet enjeu-là, comme je vous dis, il a été soulevé, la loi anti-SCAP, c'est soulevé depuis la fondation du Bloc, et on va continuer de le faire. Donc, le Bloc québécois, selon la plateforme de refondation qui a été adoptée, le Bloc québécois élaborera un projet de loi anti-briseur de grève pour tous les employés et employés sous compétence d'Ottawa travaillant au Québec. Pour ce qui est maintenant, parce qu'il faut choisir, donc la protection des régimes de retraite en cas de faillite, le Bloc est le porte-parole de cet enjeu, encore une fois, depuis des années. C'est Marilyn Gill, la députée de Manicouagan, qui a plusieurs fois pris la parole en Chambre afin d'en faire la promotion et a parti une pétition à cet effet, entre autres. Donc, c'est pas nouveau, le Bloc va continuer ce combat-là. C'est super important à l'heure où tout notre système est un petit peu en danger. Les travailleurs qui ont donné leur vie à des entreprises devraient avoir la garantie que si jamais il y a des problèmes plus tard, ben, ils vont quand même avoir droit à leur retraite. Donc, c'est de prioriser, avant les autres créanciers, de prioriser les retraités. Voilà. Merci beaucoup. En deuxième lieu, M. Green, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer, évidemment, c'est une déformation professionnelle parce que j'ai travaillé dans le domaine des substances toxiques toute ma vie. Et je sais que ces molécules bioactives peuvent faire un fœtus. Et donc, moi, une des premières choses, c'est de protéger les générations futures. Et ça, c'est pourquoi je trouve ça très important et fondamental de protéger nos générations futures par le retrait préventif des travailleuses enceintes. Alors, on parle des prochaines générations. On parle des effets tératogènes de certaines substances qui vont voir des effets et des impacts sur les prochaines générations qui vont leur durer toute leur vie. Ces fœtus exposés à des substances bioactives vont naître avec un déficit intellectuel, un déficit biomédical qui va coûter une fortune à la société et qui va rendre ces êtres humains une qualité de vie épouvantable. Et on ne peut pas, en bonne conscience, permettre les entreprises au régime fédéral d'exposer les jeunes femmes enceintes et leurs fœtus à des conditions de travail qui vont hypothéquer les prochaines générations. Alors pour moi, c'est fondamental. Le deuxième point, et ça c'est un point au niveau de la paix sociale, une loi anti-briseur de grève devrait être adoptée ou incorporée au Code du travail canadien. Je sais que la collègue de M. Boulris, Mme Trudel, a présenté un projet de loi qui a été défait en Chambre et on trouve ça regrettable. C'était un bon projet de loi et j'ai appuyé, et nous avons appuyé le NPD quand ils ont présenté ce projet de loi-là. Peut-être un jour, on va civiliser le Code du travail canadien d'inclure cette disposition qui est une disposition de paix sociale, de réduire les violences dans les conflits. Et une société moderne ne devrait pas tolérer l'escalade. Merci. Merci. M. Boulris. Alexandre? Oui, merci beaucoup pour les questions. Sur le premier enjeu, qui est le programme de retrait préventif des femmes enceintes, je vais me permettre de citer Bernie Sanders là-dessus. J'ai dit « I wrote the damn bill ». C'est le premier projet de loi privé que j'ai déposé à la Chambre des communes en 2011. C'était de permettre aux travailleuses sous juridiction fédérale d'avoir accès à un programme de retrait préventif de femmes enceintes. Donc, je pense que là-dessus, on est tout à fait en accord.
sur les projets de loi pour avoir une loi anti-SCAD au fédéral, le NPD, année après année, législature après législature, on a toujours déposé un projet de loi demandant ça. Évidemment, les conservateurs ont toujours voté contre, on n'est pas surpris, mais les libéraux, soit ils ont carrément voté contre, soit qu'ils sont divisés en deux pour être sûr que ça ne passerait pas. Alors, c'est vraiment pas un allié du mouvement syndical là-dessus, puis pour nous, c'est une priorité. Le troisième point, la protection des pensions, la protection des régimes de retraite. Bon, Alexandre, toi, tu n'en choisis pas deux. Non, moi je parle des quatre, puis après ça, lequel des quatre je prends? Une stratégie. C'est bon, je voulais faire remarquer que j'ai remarqué la matrice. Vas-y, Alexandre. Affaires parlementaires. Pour les plus âgés d'entre vous, je peux juste vous dire, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, mon grand-père a travaillé à la Seigneur. Okay? Donc, le vol des régimes de retraite, on connaît ça chez nous. Puis j'ai mon collègue qui vient des métallos, des steelworkers, Scott Duval, qui a déposé un projet de loi pour faire en sorte que les travailleurs et les retraités soient les premiers à être remboursés lorsqu'il y a une faillite. En ce moment, ce n'est pas le cas. Les travailleurs et les retraités sont à la fin de la liste. Et quand c'est arrivé le cas de Sears, le ministre libéral nous a dit « Je ne peux pas faire autrement, je fais juste appliquer la loi ». Nous autres, on lui a dit « Tu peux changer la loi ». T'es le ministre, mais ils n'ont pas voulu bouger. Clause de disparité de traitement, on est complètement contre ça au NPD, évidemment, je suis déjà sorti en 2015 là-dessus. Si j'avais à choisir un, la protection des régimes de retraite. Merci beaucoup. Il nous reste environ 7 minutes si vous voulez ajouter des éléments en lien avec ces 4 questions. Des quatre? Ben, un des 4. Un des quatre, oui. Ben, moi, ce que je veux, dans les questions, on parlait que lequel de ces dossiers pourrait être réglé le plus rapidement. Tout à fait. Est-ce que vous alliez donner du temps pour ça? Oui, j'allais dire. Ben, vas-y tout de suite, tu veux, il n'y a pas de problème. C'est très méthodique, c'est correct. OK, ben, tous les enjeux qu'on a mentionnés, c'est tous des enjeux qui traînent depuis très longtemps au fédéral. C'est un manque flagrant de volonté des deux gouvernements qui se sont alternés pour des années. Donc, je pense que la meilleure façon de faire avancer en termes de progrès social le Québec, c'est de faire son indépendance. Je ne vous surprends pas trop. Nous serions rendus tellement plus loin si nous n'étions pas pris prisonniers sous l'asservissement législatif que nous confère la Fédération canadienne. Je pense que ces enjeux-là, on va les défendre, on va continuer. Peut-être que dans un gouvernement majoritaire, la balance du pouvoir au Bloc québécois pourrait faire pencher en notre faveur, en faveur des syndicats, tous ces enjeux-là, quelques-uns, il faudra voir. Et si c'est un gouvernement majoritaire, qu'il soit libéral ou conservateur, il ne faut pas s'attendre à rien d'eux autres. Alors, ben, je pense qu'il n'y a pas grand gens, pas grand syndicalistes qui vont voter pour eux. Et ça, c'est l'évidence même. Ça se fait entre nous trois. Ouais. Ah, non, t'as pas ça. J'aime ça. Faut prendre le micro aux autres, Mathieu. Je le passe, ok, c'est correct. Non, merci. Merci Mathieu. Écoute, c'est sûr qu'au NPD, on est un parti qui a été fondé par le mouvement syndical. On est dans nos congrès, il y a les délégations de toutes les provinces, puis des délégations qui viennent du mouvement ouvrier, la délégation des métallos est là, du SFP est là. Donc, c'est sûr que tous ces enjeux-là font partie des discussions parce qu'on est un parti de syndicalistes, un parti des travailleurs. Moi, je pense que le meilleur outil qu'on a pour être capable de faire avancer ces dossiers-là, ces idées-là, c'est d'arrêter d'avoir des partis qui viennent de Bay Street et qui sont contrôlés par des banquiers, puis d'avoir un vrai parti des travailleurs qui est à la Chambre des communes, qui prend le pouvoir et qui va faire avancer les choses. Yes! OK. Oui. OK. Est-ce qu'on applaudit? On va tous vous applaudir à la fin. OK, c'est bien. Voilà. J'ai fait mes devoirs, donc j'ai lu le mémoire déposé par la FTQ sur les modifications proposées au Code du travail. J'ai trouvé très intéressant le fait que la FTQ demande un arrimage par rapport à la loi québécoise et pour arrimer le Code canadien à la loi sur les normes du travail. Et j'appuie. Je sais que c'est un exercice in progress, probablement le 43e Parlement, et j'espère que le comité parlementaire relatif au travail va permettre évidemment à la FTQ de participer aux travaux pour bonifier le Code canadien. Je suis très sensible à la question de la précarité de l'emploi. Je suis très sensible à la sous-traitance.
et la variabilité de la protection des sous-traitants et même la fausse sous-traitance, où on voit des entreprises sous responsabilité fédérale qui évitent le plein emploi par des contractuels en série, qui est essentiellement une continuation du Code du travail, mais qui est divisé en deux, qui empêche une protection du salarié. Et je suis très sensible à ça. Il est temps que le Code du travail du Canada s'arrime sur une des provinces qui peut-être, c'est pas idéal, mais qui protège le plus les travailleurs. Ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, c'est la référence, lors de la consultation, à la loi 148 ontarienne. Alors, on fait référence à cette loi-là, et ça m'a beaucoup étonné, connaissant ce qui se passe avec le gouvernement Ford, qu'on réfère aux protections dans cette loi-là. Alors, donc, ça va être, que je ne connais pas, je vais admettre que je n'ai pas lu la loi 148 ontarienne. Alors, je peux vous dire que le Parti vert, on s'intéresse aux droits des travailleurs, on s'intéresse à la syndicalisation. On voudrait voir une plus grande syndicalisation parce qu'on sait que dans cette transition environnementale, il va falloir travailler avec les travailleurs pour que la transition écologique se fasse correctement pour protéger les gars et les filles qui travaillent dans les secteurs pétrochimiques, secteurs industriels, qui risquent d'avoir des effets de cette transition écologique. Merci. Merci. Alors, j'ai vu votre enthousiasme à parler de transition juste et d'environnement. Nous avons un bloc sur cette question et nous y arrivons à l'instant. Alors, je vais laisser la parole à ma co-animatrice Magali. Merci pour vos réponses et explications sur ce deuxième sujet. Je pense qu'il est très important. Probablement que ça va ressortir lors des questions des militants et des militantes après ce troisième bloc. Donc, à toi, Magali. Je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il faut cesser de jouer à l'autruche. Je pense que tout le monde ici est pas mal convaincu et reconnaît que la crise climatique, elle est réelle. C'est pas un hasard, on a pu éviter Maxime Bernier, ça aurait peut-être changé la donne un peu. Mais... Il est loin. Non, mais je pense qu'il faut agir maintenant, changer en profondeur, évidemment, les manières de se déplacer, de chauffer, de consommer, de produire des biens et services, d'occuper le territoire aussi, mais tout cela ne doit pas se faire sur le dos des travailleurs, au détriment des travailleurs. Ça doit se faire de façon juste, équitable, sécuritaire, avec un minimum d'impact pour nos travailleurs et travailleuses. Moi, je veux savoir comment votre parti compte-t-il concilier la question de la protection de l'environnement et le dossier de la préservation des emplois, évidemment, dans un contexte de transition juste. On va commencer par Alexandre. Merci. Merci beaucoup, Magali. Avant d'aborder ce débat qui est tellement important et qui est le défi de notre génération, sérieusement, juste une anecdote avec Maxime Bernier. On a appris aujourd'hui que le parti Rhinocéros va présenter un candidat dans la Beauce qui s'appelle Maxime Bernier. Son slogan de campagne, c'est « Prenez pas de chance, votez pour les deux ». Juste ça suffit. C'est vrai, c'est une joke, ça, là. C'est pas nul. Plus sérieusement, c'est pour la question. Je pense qu'on est tous conscientisés à l'urgence de la situation. On vit des dérèglements climatiques, des crises climatiques qui nous coûtent déjà très, très cher. Qui nous coûtent cher quand on pense aux feux de forêt dans l'Ouest, aux inondations au Québec. Ça a vraiment des impacts sur les gens d'ici, nos communautés. Et toute la science nous dit que ces catastrophes-là vont être de plus en plus fréquentes. Leur intensité va toujours être de plus en plus grande si on ne réussit pas à contrôler le réchauffement ou le dérèglement climatique. Et le GIEC nous dit, on a jusqu'en 2030, il nous reste 11 ans, il faut agir de manière vraiment très, très pressée. J'étais en Pologne à la COP24, la grande conférence internationale au mois de décembre dernier. D'autres aussi de la FTQ étaient là. En ce moment, les plans de travail des grands pays pollueurs dans le monde est nettement insuffisant. On a l'objectif de 1,5 degré, là, mais en ce moment, ce qui se passe, on ne l'atteint pas. Et le gouvernement fédéral de Justin Trudeau est en partie responsable de ça. À chaque année, on s'éloigne de la cible qui avait été fixée par les conservateurs.
c'est pas fort. Puis en plus de ça, ils prennent notre argent public et ils achètent un pipeline qui va augmenter la pollution d'équivalent de 3 millions d'autos par année. Alors nous, ce qu'on dit au NPD, c'est que c'est vraiment notre grand défi, mais on est d'accord avec le Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre les changements climatiques si on ne lutte pas en même temps contre les inégalités sociales. Parce que la lutte au changement climatique ne doit pas se faire sur le dos des travailleurs et des travailleuses. Puis c'est toujours les plus démunis, les communautés les plus pauvres qui sont les premières victimes de ça. Les millionnaires, ils vont s'en sortir, eux autres vont s'acheter un plus gros yacht, ça va être correct. Alors, il faut être capable de faire les deux. Et nous, on a aussi des programmes fiscaux qui vont nous donner les moyens de le faire en taxant les riches et les grandes compagnies de manière beaucoup plus intense. Et je pense que ce qui nous différencie le plus, c'est le fait que nous, on est avec les travailleurs et les communautés. Et la plus grande chose qu'on veut faire, c'est un programme de formation de la main-d'œuvre pendant que les gens sont encore à l'emploi, avant qu'ils perdent leur emploi, pour être à s'assurer qu'ils sont capables de faire d'autres choses. Si vous étiez capable de faire un pipeline hier, on va vous montrer comment faire une éolienne, puis vous allez conserver votre emploi. C'est ça le plan du NPD, puis on pense qu'on est capable de créer 300 000 bonnes jobs en faisant ça dans les 4 prochaines années. Donc, le Québec s'impose déjà des normes rigoureuses en environnement. Elle contribue au développement durable et à un aménagement responsable du territoire. Les règles québécoises favorisent le développement régional et la création de richesses pour maintenant et les générations futures. Pourtant, les institutions sous compétence d'Ottawa rejettent les règles québécoises alors que les normes canadiennes sont beaucoup plus faibles que celles que nous sommes collectivement données au Québec. Donc, si à ce que le Québec soit indépendant, le Bloc québécois s'associera avec les syndicats et les groupes environnementaux afin de planifier et d'assurer un traitement digne et une transition juste pour les travailleuses, les travailleurs et leurs familles dont les secteurs ou industries seront touchés par la nécessaire transition vers une économie faible en carbone. Le Bloc québécois soutiendra les projets qui prônent dans les différentes régions du Québec, notamment celles les plus éloignées, le développement et l'exploitation des ressources et des énergies locales avec une autre valeur ajoutée. L'élément dans la pièce, c'est effectivement le pipeline. Le pipeline qui a été acheté à grands frais par M. Trudeau, auquel nous sommes forcés de contribuer. L'industrie pétrolière est en perdition. Nous devons arrêter de la financer à coups de milliards. Indépendamment de ce que M. Green pourrait dire, la position d'Elizabeth May est de permettre à l'industrie pétrolière d'augmenter les profits afin de réformer les sables bitumineux et rendre cela le plus écologique possible. C'est assez ironique parce que, selon moi et plusieurs de mes collègues souverainistes, c'est impossible de réformer l'État pétrolier qu'est le Canada. C'est encore plus impossible, si chose se peut. Donc, c'est encore plus impossible de réformer l'industrie la plus polluante au monde, les sables bitumineux. C'est un rêve. On ne peut pas réformer cette industrie-là et la rendre plus environnementale. C'est complètement farfelu. Donc, les positions des deux autres partis ici présents aujourd'hui sont plutôt floues. Contrairement à nous qui s'opposent catégoriquement à tout projet de pipeline qui passait au Québec, notamment à Énergie-Est. Et le pipeline, le gazoduc, le gaz liquéfié qui veulent faire passer par le Saguenay, nous sommes contre et nous sommes clairs là-dessus, à contrario des deux autres partis, comme je vous dis, qui sont présents. Donc, moi je pense que c'est la question de l'urne, l'environnement, c'est ce qui va aller toucher plus les jeunes, on le voit. Ils seront avec Greta le 27 septembre dans la rue. Je pense que cette manifestation-là va être historique, un peu dans le style de ce que nous avons vécu en 2012. J'étais dans la rue en 2012 avec tous ces jeunes qui finalement ont débarqué Jean Charest. On l'a débarqué. Et là, on va débarquer Trudeau, avec son visage à deux faces, comme on dit, qui d'un côté se présente comme un grand écologiste, plus vert que le Parti vert, alors que leur position se ressemble, mais qu'au final nationalise Trans Mountain, et tout en bannissant les pailles. Hein? Donc, deux poids, deux mesures, c'est une grosse paille, celle de Trans Mountain, qui nous est imposée. Et vous me trouverez sur son chemin dans la prochaine campagne électorale pour lui rappeler que c'est complètement ironique tout ça. Merci. Alors, c'est sûr qu'au Parti vert, quand on propose une réduction de 60% de nos émissions de gaz à effet de serre,
va avoir des conséquences importantes sur vos membres. Dans le secteur, évidemment, pétrochimique, mais aussi dans les secteurs de pâte et papier, le secteur de l'aluminium, acierie, les grands émetteurs de gaz à effet de serre au pays. Et on comprend qu'une révolution verte ne doit pas se faire au détriment des travailleurs. Parce que si on fait une révolution verte au détriment des travailleurs, ça ne va pas simplement fonctionner. Et si on est convaincu qu'il faut agir pour des changements climatiques, pour éviter la catastrophe, il faut faire ça avec tout le monde. On essaie au Parti vert d'aller avec une transition écologique de notre économie, une décarbonisation de notre économie, en travaillant avec les centrales syndicales et les travailleurs dans le secteur pétrochimique, entre autres des sables bitumineux. Et ça va être un grand défi. Comment requalifier, comment reclasser ces travailleurs, comment les former, ça c'est pourquoi qu'on trouve le concept d'un fonds d'adaptation pour les travailleurs de 50 millions de dollars par année, une bonne idée et nécessaire. On aimerait que le fédéral en rajoute, parce que ce fonds-là est uniquement pour le Québec. Alors on s'imagine que la même chose devrait être faite pour toutes les provinces. Ce n'est pas vrai que le Parti vert du Canada va abandonner les travailleurs du secteur pétrolier de l'Alberta et de la Saskatchewan. On veut travailler avec eux, c'est la seule façon de faire une transition juste et équitable. On est content que le fonds de la FTQ a décidé de décarboniser ses investissements. Ça passe par là. C'est le bras de rendre une décarbonisation réelle. Donc, on est content de ce désinvestissement dans le secteur pétrochimique du fonds. En ce qui concerne QNL Québec, c'est une annonce. La dernière fois que j'ai vérifié, ce que disait le Bloc québécois, c'est qu'on va attendre les conclusions du Bureau des audiences publiques sur l'environnement et on va se positionner après. Pourtant, en 2015, quand il était question d'Énergie Est, le Bloc québécois n'avait pas entendu les conclusions du BAP, ni de l'Office national d'énergie, avant de s'opposer au projet gazoduc, au projet du pipeline Énergie Est. Donc, je suis content que le Bloc québécois a modifié sa position ce soir. Il faudrait l'applaudir, parce qu'à la dernière vérification, le Bloc n'allait pas se prononcer contre le projet GNL Québec avant le rapport du BAP qui va sortir dans un an et demi. Alors, c'est une bonne nouvelle et je suis content et je félicite mon collègue du Bloc de cette position. Peut-être qu'il devrait texter Yves-François Blanchet pour en informer que là, maintenant, le Bloc a changé de position. Je te félicite. Merci. Alors, sur cet échange amical, tout d'abord, sérieusement, je veux vous remercier. C'est sûr qu'il y a bien d'autres choses qui pourraient être dites en lien avec la question de l'environnement. Et c'est un choix un peu qu'on fait, Magali et moi, à ce stade-ci. Il est quoi? 7h moins quart. Alors, on va ouvrir les micros aux militants et aux militantes. En fait, je parle symboliquement parlant, puisque vous n'avez pas de micro, mais on va quand même, pour ceux qui veulent, j'en ai un là. Donc, s'il y en a certains qui ont des questions, alors manifestez-vous à main levée. Oui, Patrick? Oui, vas-y. OK. On va aller avec les micros. Patrick, puis vous dans un deuxième. Oui, parlez. Patrick Rondeau, conseiller régional FTQ Montréal métropolitain et aussi porteur du dossier de transition juste et changement climatique à la FTQ. Je vous entends là, tous dire on va parler aux travailleurs, on va planifier une transition juste, on va amoindrir l'effet des pertes, etc. En 2020, l'an prochain, le Canada, peu importe le gouvernement, doit arriver à la COP26
avec son plan déterminé, ses contributions nationales déterminées, c'est-à-dire selon l'accord de Paris, son plan pour atteindre une réduction de 37,5 des gaz à effet de serre d'ici 2030 et de environ 50% d'ici 2050. Ça, c'est l'accord de Paris. Mais comme Alexandre disait tantôt, le GIEC lui dit oui, mais non, ça ne marche plus parce que les États n'ont rien fait pendant toutes ces années-là, pendant 5 ans. Et ce qu'il nous faudrait, c'est 45% d'ici 2030 et 100% d'ici 2050. Donc, 2 questions en quelques lignes rapides. Et j'ose espérer que c'est pas une fois élu, on va faire un plan. On l'a entendu au Québec lors des dernières élections. Vous devez avec un plan l'an prochain. Donc, en quelques lignes, c'est quoi votre plan pour atteindre ne serait-ce que les cibles de l'accord de Paris? Et est-ce que les cibles de l'accord de Paris, vous pensez être capable de les atteindre? Et qu'est-ce que vous faites des cibles du GIEC de ce fait? Je peux commencer. Nous, on a regardé le rapport du GIEC parce que faut comprendre que les travaux du GIEC ont un continuum. Alors, à fur et à mesure que la marge d'incertitude se précise, la réduction augmente pour atteindre, pour garder la température au point 5, pour éviter la catastrophe et l'emballement du climat. Donc ça, c'est pourquoi on propose 60%. Il est clair que pour 60%, on arrête Kinder Morgan, le pipeline, l'expansion. On arrête les importations du pétrole américain et de l'étranger. On bonifie Hibernia concernant le pétrole brut pour desservir les raffineries de l'Est, qui vont eux aussi diminuer leur production, parce qu'avec une décarbonisation entre autres du transport, on parle d'une réduction de 80% de la production pétrochimique. Ça veut dire que Suncor, Valero vont devoir diminuer de 80% leur production. Donc, il est impossible de réduire 80% sans une reclassification et un déplacement des travailleurs. On est conscient de ça. Alors, est-ce que j'ai la solution, est-ce que j'ai l'impertinent de dire aux gars ou aux filles qui travaillent dans ce de raffinerie que ça ne va pas faire mal? Non. Je ne vais pas vous insulter pour vous dire que ça ne va pas faire mal. Ça va faire mal, mais le gouvernement fédéral qui impose cette transition va devoir compenser et payer une prime d'adaptation, de requalification, de reformation des travailleurs déplacés. Et c'est la seule façon de réussir. Merci. Mais on va le faire avec respect et on va le faire avec des moyens. Ça va nous coûter cher, mais il faut le faire pour rencontrer nos cibles et d'éviter la catastrophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour la question. Je souligne quelque chose que M. Green vient de dire et que je ne cache pas dans la plateforme des Verts. C'est cette espèce d'obsession de mettre fin à toute importation de pétrole américain et étranger. Parce que ça a une conséquence inévitable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une diminution drastique de la consommation nationale, ça veut dire une augmentation de la production des sables bitumineux. Il n'y a pas d'autres options que ça. Un pétrole qui est de 3 à 5 fois plus polluant que le pétrole qu'on va retrouver au Venezuela, par exemple, ou en Algérie. Donc, c'est complètement incompatible avec la visée de l'accord de Paris, même du GIEC. Bon, nous, au NPD, nos cibles sont celles du GIEC et on veut suivre la science. Et on est parfaitement conscient que c'est un paquet de facteurs qui vont faire en sorte qu'on va être capable de diminuer globalement nos émissions de gaz à effet de serre. Dans le transport, il faut l'électrification. On produit de l'hydroélectricité au Québec, on produit de l'électricité propre. Pourquoi on n'aurait pas nos autobus et nos voitures électriques? En Norvège, 40% des nouvelles voitures vendues par année sont des voitures électriques. Au Canada, c'est 1%. On fait dur. On veut avoir un vaste programme de rénovation éco-énergétique qui va faire sauver de l'argent aux gens quand ils vont changer leurs toits, leurs fenêtres et leurs portes. On veut les encourager là-dedans. On a des programmes. Il y a un paquet de choses. Augmenter l'offre de transport en commun, rendre le transport en commun gratuit pour les municipalités qui le demanderaient au gouvernement fédéral. Nous, on va être des partenaires là-dedans. Il y a un paquet de choses, que ce soit dans la construction, le bâtiment, le transport, le secteur énergétique, ou alors
la façon dont on produit nos choses, c'est là-dessus qu'on veut miser. Et comme je vous disais tantôt, avec un programme de formation de la main-d'œuvre pendant que les gens sont en emploi pour faire la transition. Merci. Écoutez, je vais me répéter, mais la meilleure façon d'atteindre les cibles pour le Québec, de devenir un exemple mondial, c'est de faire son indépendance. Il n'y a pas d'autre façon. Tant qu'on est prisonnier du carcan fédéral, qui est un État pétrolier réformable, jamais nous n'atteindrons ces cibles. Tant que ce sera les libéraux, les conservateurs, on a vu, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Tant que nous serons... Hey, c'est mon chose. Ah, ouais, mais là, ces temps-ci, ça ne va pas être vous autres non plus. Là. On verra. On verra. Ce que je veux vous dire, c'est que, puis là, je vais parler à mon nom personnel. Parce que s'il y a un projet de société que j'aimerais amener par mon implication politique, c'est celui-là. Moi, je viens d'Hydro-Québec. J'ai la chance de travailler là depuis que j'ai 20 ans. Je connais bien cette grande entreprise. Je pense qu'on a de quoi être fiers, là. On a de quoi être fiers. Notre électricité, elle est propre, elle est verte. On a également la possibilité d'avoir une très grande flotte de véhicules électriques au Québec. Dans un Québec souverain, ça pourrait être un projet de société porteur, d'être un exemple dans le monde, d'exporter des véhicules électriques partout où notre électricité se rend. Moi, j'appellerais ça la Québec libre. Prendre le modèle un peu de Tesla, puis de l'exporter et de devenir un modèle. On pourrait non seulement atteindre les cibles, mais les dépasser. Comme je vous dis, c'est pas dans la plateforme du blog, mais ça, moi, je veux l'amener, je vais en parler. C'est mon rêve. Je pense que la jeune génération... Il y a d'autres choses que les véhicules électriques. Le problème, c'est la batterie en ce moment, qui a des impacts aussi négatifs, le lithium, tout ça, mais on a la possibilité, on a l'IREC à Hydro-Québec qui peut investir là-dedans, faire des recherches et tout ça. Mais tant qu'on est pris dans le carcan fédéral, on se fait couper, on se fait scier les genoux, là. Je ne sais pas comment le dire, là, excusez-moi, mais on se fait couper l'herbe sur le pied constamment. C'est un projet qui est là depuis très longtemps. Il y a eu le moteur roue du Dr Couture dans les années 90. Et le fédéral arrive toujours par en arrière parce que son économie repose sur le pétrole. Et tant qu'on sera prisonnier de ces gens-là, du fédéral, ben, je suis désolé, là. Quoi qu'on fasse, on ne les atteindra pas, les cibles. C'est bien malheureux quand même que le Québec ferait tout son possible quand on est pris avec la Merci, merci beaucoup, Mathieu. Voilà. Merci. Alors, merci à vous trois pour votre réponse. Je vous vois, monsieur, on va favoriser l'alternance des gens, donc je vais laisser la parole à France, que j'ai pu, je te cherchais. Je m'excuse. Mes foyers progressifs ne fonctionnent pas bien. Bonjour, messieurs. France Fillon, je suis la présidente du syndicat des employés de la recherche de l'Université de Montréal. Dans mon syndicat, j'ai des stagiaires postdoctorants qui sont salariés. Ils ne sont pas boursiers. J'en ai environ 250. Et quand j'ai négocié leur première convention collective, qui était en 2016, l'université ne voulait pas leur donner des assurances collectives de l'Université de Montréal. Et je m'étais dit, c'est pas catastrophique parce qu'il y a toujours la RAMQ quand même. Là, je m'aperçois à l'utilisation et au courriel qu'on m'envoie, bien entendu, de mes membres, que j'ai 75% de ces 250 personnes-là qui n'ont pas d'assurance médicaments au Québec. Parce que c'est des postdoctorants étrangers. Ils sont ici entre 1 an et 5 ans. Je n'appelle pas ça temporaire tant que ça, entre 1 an et 5 ans. Et là, je parle pour les postdoctorants salariés de l'Université de Montréal. Mais toutes les universités au Canada ont des postdoctorants étrangers dans la même situation que les miens. Alors, j'aimerais savoir si le mot universel dans le régime universel de médicaments, c'est vraiment un régime universel. Monsieur? Oui. Réponse. Connaissant Alexandre, je crois qu'il va élaborer. Non, c'est simplement parce que nous, on veut donner le maximum de droits à l'ensemble des travailleurs, des salariés, peu importe que c'est quoi leur statut par rapport à qu'ils sont étrangers ou non. Parce que c'est tout d'abord des êtres humains. C'est des êtres humains qui ont besoin d'être soignés quand ils sont malades, puis on ne veut pas laisser tomber personne. On a la même réflexion avec les réfugiés. Les conservateurs de Harper avaient
coupé complètement le programme de soins médicaux pour les réfugiés. À l'époque, il y avait des manifestations de médecins sur la colline parlementaire. C'est rare que ça manifeste, ça. Pour dire, on ne peut pas laisser tomber ces gens-là. C'est dans la même logique exactement qu'on est. Puis oui, on étendrait cette couverture-là publique universelle aussi à ces travailleurs-là, comme on donnerait également des droits aux travailleurs temporaires pour qu'ils puissent défendre leurs droits, pour qu'ils puissent joindre une organisation syndicale afin d'être capables de se défendre face à des employeurs qui sont souvent, parfois trop souvent, abusifs ou alors qui les exploitent énormément. Alors voilà ma question rapidement. Je vais passer le micro à mes collègues. Je veux simplement parler du carcan fédéral pétrolier. Juste rappeler que le chef du Bloc québécois, quand il était ministre à Québec, était pour l'exploitation du pétrole de l'île d'Anticosti. J'entends, mais j'ai envie de dire pénalité d'un point selon les règles de la LNI, mais c'est correct, on n'est pas là-dedans. Je vous remercie, madame, pour le cas et la question. Quand j'étais étudiant en maîtrise amicale, une de mes collègues étudiantes de l'Amérique du Sud s'est fait diagnostiquer un cancer du sein foudroyant. Et elle venait d'une famille à peu de moyens. Et là, à mon effroi, j'ai compris qu'elle n'avait pas une assurance médicale même. Alors, on a fait les pieds et les mains auprès de l'UQAM pour trouver un arrangement pour que ces soins d'urgence médicale, on parle d'une opération majeure et la chimiothérapie, soient couverts. Je ne sais pas exactement ce qu'on a fait, mais on a réussi à la soigner, à la sauver. Elle a fini son doctorat. Et donc, c'était une bonne fin. Mais je comprends tout à fait ce que vous dites. On était sous l'impression qu'une des conditions d'être étudiant étranger, que l'étudiant devait assurer une assurance médicale quand elle venait, et on pensait que dans la bourse, c'était inclus. Et là, on s'est aperçu que non. C'est une problématique, et je suis sensible à ça, et je vais en parler aux critiques en matière de santé pour voir comment on peut trouver un régime, soit provincial ou fédéral, pour protéger ces étudiants post-doctorants qui souvent restent au Canada après leur doctorat parce qu'ils tombent en amour avec le pays. On leur offre des possibilités d'emploi dans leur domaine d'études. Et donc, ça fait partie aussi du grand débat de l'immigration et de s'occuper des gens qu'on accueille dans notre pays. Merci, madame. Merci. Est-ce qu'il y a un complément de réponse? Oui. Ben, j'ai pas répondu. Non, je ne sais pas si tu réponds. Ben oui, ben ça. D'accord. Pourquoi pas? Alors, oui, madame, un peu dans le même sens que M. Boulris a dit, avec l'exception que cette assurance-là sera seulement gérée par le Québec et pour les Québécois seulement. Dans ce contexte-là, absolument. Je veux dire, on est tous des humains. Puis, dans un Québec souverain, on sera en mesure de financer ça aisément. Maintenant, je vais mériter un petit point de pénalité, parce que ça a l'air de ne pas trop faire mal. Ça dépend, c'est répétitif. J'ai été arbitre au soccer au football. Monsieur Boulris me dit que bon, on doit lui laisser une chance, mais la chance au NPD, on l'a laissée en 2011. La vague orange n'est plus qu'un vague souvenir. Voilà. Alors, on est dans le domaine de la poésie. Donc, merci Mathieu. Métaphore. André Parizeau. Oui. André Parizeau, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis candidat du Bloc québécois également entre ces quartiers-là, c'est-à-dire là où est-ce qu'on est présentement. Okay. Je suis membre du bureau national du Bloc et membre de la commission politique. J'ai une question que j'aimerais poser plus spécifiquement à Alexandre et à Daniel, parce qu'ils sont tous les deux. On dirait que tu épargnes, Mathieu. Vous allez comprendre ma question, mais je pense que c'est une question très, très importante et très liée avec ce qu'on a discuté plus tôt ce soir. Mais avant ça, vous me permettrez juste quelques secondes, vraiment très, très court,
de mettre mon chapeau de membre de la commission politique pour corriger un petit peu ce que Daniel Green a dit tantôt. Parce que, pour être précis, la position du Bloc dans le dossier du projet de gaz liquéfié passant par le Saguenay, c'est de dire qu'il n'y aura pas de projet sans acceptation sociale au Québec et sans acceptation par les autorités au Québec. Et d'aucune manière, on laissera les autorités canadiennes nous imposer ce projet-là. Cela dit, dans les faits, ça risque d'aboutir à la même chose. Cela dit, je vais passer à ma question maintenant. Parce que ce soir, ça a été assez manifeste. Au-delà des différences d'opinion que chaque parti peut avoir, je parle des Verts, NPD, du Bloc québécois, il y a beaucoup de points quand même sur lesquels il y a un relatif accord. On l'a vu ce soir. Dans le passé, là je parle des dernières années, il est arrivé que le Bloc, peut-être un peu moins les Verts, mais c'est parce que les Verts étaient moins nombreux à l'époque, mais les Verts, le Bloc et le NPD sont trouvés à voter du même bord sur des questions qui étaient importantes pour tous les différents partis. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, malgré, y compris sur des sujets qui étaient pourtant assez communs. Partisanerie oblige, j'imagine. Ma question spécifiquement pour Daniel et Alexandre, parce que vous êtes tous les deux les numéros 2 au niveau du Québec, pour vos partis respectifs, c'est peut-on espérer que dans le futur, il y aura un plus grand effort qui sera fait pour justement conjuguer les efforts des 3 députations, notamment sur les questions concernant les lois du travail, tout ce qu'on a parlé ce soir. Ça, c'est ma question, parce que ça serait vraiment bien. On le sait, les conservateurs, les libéraux ne vont pas vraiment changer. Ils ont une nature qui ne changera pas. Mais on peut au moins assurer qu'il y a une meilleure coordination qui se fait de ce côté-là. Messieurs? Alors donc, je pense qu'Alexandre va confirmer ça. Ma chef, Elisabeth May, travaille avec tout le monde qui veut travailler dans la bonne direction. J'ai eu l'honneur de travailler avec Alexandre sur la réforme, un projet de loi du Bloc, du député Oudria, sur la réforme du financement des partis. On s'est bien entendu. Avec le Bloc, on a fait des conférences de presse conjointes sur la sécurité ferroviaire à Mégantic, sur le pipeline Énergie Est. Au Parti vert, nous allons travailler avec le Bloc et le NPD pour le bien commun. Absolument. Alexandre. Tu fais un job, au chômage. Merci André pour ta question. Je pense que Daniel a évoqué également certains enjeux sur lesquels on a déjà travaillé ensemble. Je vous rappellerai qu'au NPD, avec Jack en 2011, notre slogan c'était « Travaillons ensemble ». Notre vision, c'est que tous les progressistes, tous les gens de gauche qui sont prêts à pousser dans la même direction, on doit être capable de le faire. Nous, par contre, on a dit on n'est pas prêt à appuyer un gouvernement conservateur minoritaire parce qu'on n'aurait pas de terrain d'entente avec eux autres. Mais c'est vrai que, par exemple, sur le comité de la réforme électorale, je siégeais là avec mon collègue Nathan Collin, avec Elisabeth May, il y avait un député du Bloc aussi qui était là, et puis on poussait pas mal dans la même direction. Il y a souvent des moments où, en fait, il y a plus de moments où les parlementaires s'entendent bien que vous pouvez le croire. Pas avec les conservateurs, là, évidemment, là, mais ça peut arriver plus souvent. Ce qu'on voit souvent, c'est les débats, les chicanes, la période des questions, les scrums. Mais sur les comités parlementaires, ou alors quand il vient le temps de voter, on se parle puis on se jase. Puis nous, tant que ça fait avancer les idées de gauche et les idées progressistes, on est prêts de travailler. Ils sont tous ensemble, hein? On est dans le même coin de la Chambre des communes. On est voisins. Bloc, Parti vert, NPD. Merci, messieurs. Alors, je veux être sûr que je manque personne. J'avais vu Magali, Guillaume, Sébastien. Donne-moi ton nom. Jean-Philippe? Oui. D'accord. Allons-y. Peut-être on va prendre 2 personnes en rafale pour favoriser les jeux. OK. Oups. OK. Magali Giroux, je suis pas juste au conseil régional, mais je suis aussi factrice et coordonnatrice au syndicat des travailleurs-travailleuses des postes. Nous, comme travailleurs-travailleuses des postes, on dépend énormément du gouvernement qui se ramasse au pouvoir, évidemment, comme plein d'autres mondes. On n'a pas envie de voir les conservateurs prendre le pouvoir, on sait ce que ça veut dire.
Mais moi, j'aimerais ça vous entendre parce que, oui, on sait que le Poste Canada, le système postal se transforme. Poste Canada possède les plus grosses infrastructures au pays qui représentent 6300 bureaux partout au pays. Il y a moyen de faire plus dans ce bureau-là. Il y a moyen de desservir la population avec certains services qui ne sont plus disponibles, particulièrement dans nos régions rurales. J'aimerais ça vous entendre, votre vision d'une poste du 21e siècle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos bureaux de poste? Et finalement, votre vision d'un service postal public, j'espère. On prend la question de Guillaume. Juste en arrière de toi. Ouais, merci. Bonjour, Guillaume Bégin, vice-président du secteur de l'éducation de CFP Québec. En fait, je vais nous amener un peu sur notre terrain, puis je vais vous parler de nous autres, qu'est-ce qu'on vit comme électeurs. Là, on a devant nous le Parti libéral, on a le Parti conservateur, puis vous autres, là, comme on disait tantôt, dans le petit coin de la salle, là-bas, tout le monde ensemble. Nous, comme électeurs, on a un problème. Bon, je pense qu'ici, c'est assez gagné, on tire pas mal dans les mêmes zones que vous autres. Ça serait le fun pour nous autres que vous preniez le pouvoir. Puis là, on se retrouve pris avec, mais là, je ne peux pas voter conservateur. Je peux-tu voter libéral pour ne pas avoir les conservateurs? Ou bien je vote pour vous autres en disant, advienne que pour on aura les conservateurs si on les a. Puis au moins, je vais lui donner une petite chance d'avoir une quelques scènes pour continuer à faire la campagne et la campagne. Et que, moi, je vois pour les prochaines élections, une problématique pour qui ben, je peux bien voter. Tu sais, je regarde ce qu'on a fait au Québec, on est écœuré les vieux partis, là. On est mis la CAQ. En fait, dans le fond, comment vous pensez qu'on peut effectuer un changement, une transition réelle, ou comment on fait pour amener les gens vers quelque chose qui ressemble plus à votre vision du monde que de toujours être pogné pour voter entre les libérales et les conservateurs? Qu'est-ce qu'ils ont, eux autres, que vous savez pas? Des sous. Ah, c'est que ça l'en est. Alors, en rafale sur ces deux dernières questions, s'il vous plaît. Ben, écoutez, monsieur, Vas-y. je vais commencer avec monsieur, puis ça va venir à madame. Moi, je pense que pour sauver les meubles actuellement, il faut que le Québec ait la balance du pouvoir. Il faut que le prochain gouvernement, qu'il soit rouge ou bleu, soit minoritaire. Les Québécois ont un gros mot à dire là-dedans. C'est nous qui va déterminer de quelle base ça va tomber. Et si vous votez Bloc québécois, le prochain gouvernement sera minoritaire et nous aurons la balance du pouvoir. Moi, c'est ce que je crois. C'est ce que je vais essayer de convaincre les Québécois partout au Québec. De dire, écoutez, on a tout essayé, là. On a essayé le NPD en 2011, on a essayé les libéraux en 2015 pour se débarrasser des conservateurs. Maintenant, on veut se débarrasser des libéraux. C'est le fameux problème d'un vote de scrutin bipartisan. On est rendu avec 5 partis dans un mode de scrutin, puis normalement, on n'en a que 2. Et on a le problème qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on voit le Québec avoir de moins en moins d'impact à Ottawa. Pour ce qui est de sécuriser les emplois à la Poste, dans un gouvernement minoritaire, on ne peut pas faire grand-chose parce que nous, au Bloc, on va défendre les employés de la Poste. Je ne sais pas si ça fait partie de la plateforme, mais moi, je m'engage personnellement à le faire. Si je bats Trudeau en plus, ça va me faire plaisir. Messieurs? Merci. Tout d'abord, Magali, et évidemment, nous, au NPD, non seulement on vous a appuyé le STTP, mais c'est même une résolution de congrès en faveur du principe de la banque postale. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans la plupart des pays industrialisés. La plus grande banque privée au Japon, c'est la banque postale. Donc, c'est un service qui nous manque au Québec puis au Canada. C'est des points de service qui pourraient donner des services aux gens avec un compte bancaire simple. On ne jouerait pas à bourse là-bas, mais on pourrait faire des dépôts, des retraits, on pourrait faire des opérations. Et il y a déjà dans la loi la possibilité d'offrir des services bancaires parce qu'avec les mandats postes à l'époque, c'est quelque chose qui était déjà utilisé. Quand on voit tout le phénomène des banques puis des caisses populaires qui ferment leurs succursales en région puis dans les villages, on devrait utiliser les succursales, les postes
pour être capable d'offrir ces services-là. C'est un beau complément, ça protégerait, ça garantirait des emplois, ça donnerait de meilleurs services publics à la population. Puis nous, au NPD, vraiment, on met ça de l'avant. Le casse-tête, monsieur, que vous voyez, évidemment, je le sais, Mathieu l'a évoqué, Daniel va aller là aussi, la réforme du mode de scrutin. Nous, au NPD, ce qu'on dit, c'est qu'envoyer le maximum de gens de gauche, le maximum de gens proches du mouvement syndical, le maximum de progressistes à Ottawa, puis là, on va être capable de faire la différence, comme on a déjà fait la différence en 2005 avec Jack Layton, avec un gouvernement minoritaire, comme on l'a déjà fait avec l'assurance maladie également. Je pense que c'est la meilleure chose, c'est de voter avec ses convictions. Parce que si on vote pour deux grands partis qui défendent à peu près le même genre de capitalisme, ben ça donne tout le temps plus ou moins la même affaire. Moi, je les vois, les libéraux en chambre, là, ils ne sont pas tellement différents des conservateurs sur un paquet d'enjeux fondamentaux. Donc, attention au vote stratégique, c'est souvent un piège qui fait en sorte qu'on est pogné avec l'alternance des deux partis de Bay Street. Oui. Merci. On va revenir évidemment sur une vocation sociale du facteur et de la factrice. Quand on devait se poser la question, quand la digue a brisé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on voulait identifier quelles étaient les personnes en mobilité réduite. Qui est la personne qui le savait le plus? Tel facteur. Parce que le facteur les voit tous les jours. Et j'aimerais voir une mission sociale, quasiment de proche aidant, qui est naturelle pour le facteur. Ça, c'est pourquoi que la livraison à domicile est une mesure sociale, que le facteur devient un peu un travailleur social de rue, parce qu'il est dans la rue tous les jours et rencontre les gens. Et ça devrait être valorisé dans le service des postes du Canada. C'est ma vision. En ce qui concerne, évidemment, voter stratégique ou voter selon ses convictions, soyez donc fiers et votez pour le parti que vous voulez voter. Pourquoi est-ce qu'on est rendu dans notre démocratie au Canada de ne pas voter pour qui on veut, mais qui on ne veut pas? On se réveille le lendemain matin et on s'est dit, bon, j'ai voté en me bouchant le nez. Quand on est rendu dans la démocratie canadienne de voter comme ça, et ça, c'est pourquoi les gens ne vont pas voter. Ça, c'est pourquoi nos jeunes ne vont pas voter, parce qu'ils disent que ça ne change rien. On sait que le bloc 18-34 ans, c'est quoi? 26,6% de l'électorat. C'est le plus gros bloc. Et donc, j'ai une mission pour vous tous. Dites à vos enfants d'aller voter. Dites à vos enfants de dire à leurs chums d'aller voter. Québec solidaire est rentré dans les villes universitaires du Québec et dans les quartiers universitaires. Si les jeunes pouvaient aller voter dans cette élection, la révolution pourrait commencer en 2010. Merci. Merci beaucoup. On va prendre un dernier bloc de questions. Donc moi, j'avais 3 noms. Vous me reprendrez si j'ai manqué des gens. C'est Jean-Philippe, j'avais Sébastien, et j'avais un 3e nom que je n'ai pas mentionné, Madame Rose. Alors, allons-y. On va prendre les trois intervenants dans l'ordre. Dans le désordre, c'est-à-dire, alors Madame Rose, allez-y. Jean-Philippe. C'est bien Rose, hein, c'est ça? Non. Non? Neus, bon. C'est ma faute. Je m'excuse, en plus on se connaît. Alors, allez-y, Madame Font, Jean-Philippe et Sébastien Bay. Bonjour. La question c'est à propos des médicaments. Et certains nous ont fait peur dernièrement en nous disant que peut-être on manquerait des médicaments parce que ça allait se vendre aux États-Unis. Dans plusieurs des personnes que je connais, ça crée vraiment un grand malaise et une grande incertitude. De dire, est-ce que je risque de me retrouver sans insuline? Est-ce que je risque de me retrouver sans médicaments? Surtout que ça s'est déjà produit des médicaments manqués dans les pharmacies. Qu'est-ce que vous proposez pour que ça n'arrive pas et que ce ne soit pas les Américains qui aient nos médicaments? Merci. Merci pour la question. Jean-Philippe? Pour connaître les positions des partis sur l'ALENA, parce que je sais que ça affecte beaucoup les travailleurs. Merci, libre-échange, oui, merci. Sébastien? Par rapport à votre injonction à voter avec le cœur, moi j'aime voter avec mon cœur. Bon, d'une part,
Pour moi, c'est difficile quand on me dit qu'on n'est ni à droite ni à gauche de voter, parce que j'ai besoin de voter à droite ou à gauche, et surtout à gauche. Donc là, à ce niveau-là, j'ai du mal à voter pour les Verts. Le NPD, c'est difficile aussi, parce que dans mon quartier au Chaga, Sébastien, c'est une question, ça va être une question. Ça va être une question, je vais quand même faire un commentaire, mais quand même, le fait d'avoir couvert Rachel Notley comme ça, je trouve que ça vous a décrédibilisé pendant des années sur la question écologique. Est-ce qu'il ne serait pas temps que vous vous responsabilisiez, vous les hommes politiques, et que vous commenciez à vous allier? Parce que ce jeu de dualité, d'alternance, il est aussi la responsabilité des progressistes et des partis politiques qui préfèrent leurs appareils aux alliances. Donc, est-ce que vous allez le faire quand vous serez pris la raclée à la prochaine élection? Est-ce que vous allez le faire après? Merci Sébastien, excellente question. Alors, en rafale, dans l'ordre que vous voulez. Bon, quelle discipline de la part des trois dernières personnes qui ont posé des questions? C'est comme une rafale, je lâche. Tout d'abord, oui, c'est pas juste une rumeur que les médias ont colportée. Le président Trump a vraiment indiqué son intérêt à acheter en masse des médicaments produits au Canada, et c'est une réelle menace. C'est une réelle menace qui pourrait effectivement créer des pénuries. Et nous, au NPD, on s'est engagé à utiliser tout le moyen réglementaire ou alors les services frontaliers pour empêcher que ça se fasse. Parce qu'il y a parfois même déjà des problématiques d'approvisionnement qui sont en cours, et ça pourrait créer vraiment des catastrophes. On ne veut pas rien savoir de ça. En ce qui concerne, si vous pensez du libre-échange, c'est comme, on va faire à peu près 2 jours qu'on pourrait parler de ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas pour le free trade, on est pour le fair trade. Ce qu'on veut, c'est avoir du commerce international, parce qu'on n'est pas pour un régime autarcique ou complètement isolé du monde, mais avec des règles de protection, de santé publique, des droits des travailleurs et également des droits des peuples autochtones. S'il n'y a pas ça dans un accord de libre-échange ou dans un accord de commerce international, le NPD est contre. Si cet accord-là, comme celui avec l'Europe, donne les pouvoirs aux grandes compagnies de poursuivre des États, des municipalités, des provinces, parce qu'ils prennent des mesures pour soit protéger l'environnement ou la santé publique, on refuse de voter systématiquement pour ces accords-là. D'ailleurs, nos adversaires libéraux et conservateurs nous accusent beaucoup de ça, mais nous autres, on en est très fiers, et il n'y a pas de problème. Et on dénonce également le fait que, entente après entente, on est en train de gruger notre système de gestion de l'offre. Évidemment, à Montréal, pour les agriculteurs laitiers, il n'y en a pas tellement, j'en connais pas, mais pour les gens en région, ça a vraiment une importance. Ça fait 3 fois qu'on perd 3% de notre marché laitier au Québec. On est rendu à 10% pratiquement. Il y a un moment où il y a un seuil que notre système de gestion là va être en danger. Et on dirait que les libéraux et les conservateurs ne le font pas. Bonne question, monsieur. Merci beaucoup. Je pense que on a une excellente candidate dans Hochelaga, Catherine Roy-Goyette. Ça fait 8 ans qu'elle travaille dans le comté là. Les dialogues dans les partis politiques, tant qu'on n'aura pas de la réforme du mode de scrutin, c'est difficile. Est-ce qu'on doit attendre la réforme du mode de scrutin pour se parler? Je pense pas. Je pense qu'on doit être capable de travailler ensemble. Avant les élections, on l'a déjà fait. Après les élections également, on verra quels sont les parlementaires qui sont envoyés au Parlement. Mais je pense qu'effectivement, Daniel, tu dois assumer ton slogan qui est ni de gauche ni de droite, mais aller de l'avant. Bon, c'est clair. Vous ne vous positionnez pas à gauche. Nous autres, au NPD, on est à gauche. Et notre slogan, c'est « On se bat pour vous ». Merci. Oui. J'ai réfléchi à une solution concernant la vente. Actuellement, il se fait la vente au détail. Les gens embarquent dans un autobus, vont dans une pharmacie à Windsor et achètent des médicaments pour moins cher. Et ils repartent, et puis c'était même accompagné par Bernie Sanders lors d'un événement. Alors, une façon de contrecarrer ça, et c'est sûr que c'est difficile pour moi en tant qu'être humain de dire à une Américaine qui est diabète qu'elle ne va pas être capable d'avoir d'insuline pour survivre, parce qu'une Américaine, parce que c'est injuste, la société américaine et nous est plus juste, et lui dire non. Par contre, la rupture de stock est réelle. Une façon de peut-être contrecarrer ça, c'est au niveau de la présentation de la carte d'assurance maladie de la province comme preuve de résidence canadienne pour obtenir des médicaments. Je dis ça, comme une solution, mais c'est à explorer. Il est clair que le bas blesse dans les ententes, et tout ce que
Alexandre Boulris a dit concerne les conditions santé, protection des travailleurs et environnement dans toute entente commerciale, bilatérale ou trilatérale ou quadrilatérale, est important. Nous, au Parti vert, on a vu les compagnies américaines littéralement se faire payer des millions de dollars parce qu'on voulait protéger l'environnement. On parle du cas du MMT avec Dupont. On parle actuellement devant le tribunal d'arbitrage, il y a une compagnie américaine, Lone Pine, qui a eu des puits de fracage proche de Saint-Hyacinthe, qui poursuit le gouvernement canadien parce que le Québec a fait le moratoire sur la fracturation des gaz de schiste. Alors, c'est inimaginable qu'une compagnie américaine qui n'avait jamais exploité ce puits-là est arrivée à peindre son puits, sa tête de puits, a mis une belle petite affiche, elle dit « Regardez, le Canada m'enlève des millions de dollars et nous poursuit, c'est ridicule. » Et ça, le Canada ne devrait jamais plus signer les ententes. En ce qui concerne les alliances, le 22 octobre, dépendant de l'échiquier et la répartition des sièges, il est tout à fait possible, et ça a déjà été fait, moi je rêve d'avoir un gouvernement de coalition des forces progressives dans le pays. Ici, entre Jagmeet Singh et peut-être même Yves-François Blanchet et ma chef Elisabeth May, le 22 octobre, on compte les sièges et moi je suis tout à fait ouvert qu'on s'assoie ensemble et qu'on essaye de gouverner pour le bien commun du pays et des gens. Alors, ce serait magnifique et moi je serais prêt à travailler avec mes collègues pour travailler dans la bonne direction. On va voir ce qui va arriver le 21. Merci. Merci, M. Gray. Mathieu? Je vais commencer avec la dernière question, parce que effectivement, on a tous des points en commun, mais surtout le NPD et les Verts. Moi, je pense que devrait fusionner avant les élections, même si c'est un peu trop tard. Il y aurait plus de... En tout cas, ça ferait une coalition un petit peu plus intéressante. Je sais qu'on n'est pas là. C'est sûr que nous, on sera toujours ouverts à travailler avec les progressistes. Au Bloc québécois, nous sommes progressistes, vous l'êtes. On s'en cache pas. Puis, moi, j'ai aucune animosité envers ces deux partis-là, contrairement aux libéraux, aux conservateurs. Pour ce qui est des deux premières questions, vous ne me reprocherez pas ma réponse. Vous ne me reprocherez pas de ne pas avoir parlé d'indépendance. C'est la solution. Si vous voulez que ce soit renégocié l'ALENA, dans un Québec souverain, il faudra le faire. On a une position géopolitique très intéressante avec le fleuve Saint-Laurent. On serait en position de tout renégocier en notre faveur. On n'est pas rendu, il faudra d'abord faire une coalition de la gauche et de la droite au Québec pour y arriver. Pour ce qui est des médicaments, malheureusement, c'est encore là la solution si vous voulez vous protéger de l'État américain qui domine complètement le gouvernement canadien. Ben, il faudra faire du Québec un pays et élire des gens qui ont le collat pour nous défendre dans cette mer anglophone. Nous sommes seulement 3% et nous devons absolument faire notre pays afin de survivre dans les prochaines années. L'année prochaine. Merci, bonne soirée. Écoutez, poli, je vais vous regarder. Merci à vous trois. C'est sûr que je pense qu'on aurait pu discuter longuement. Ça s'est bien passé. Merci à vous qui avez posé des questions. Merci de votre participation, de vos réponses. Et j'espère, en fait, que par ce débat, et je m'adresse à l'ensemble des militants et des militantes présents, on a pu vous aider quelque peu à vous faire une idée plus précise de la position des partis en lien avec les enjeux qui touchent les travailleurs et les travailleuses. Donc, bonne soirée à tous. Bonne campagne. Ça a l'air qu'elle commence demain. Ça a l'air. Cool. Merci à tous. Bonne soirée.